et nous y revoilà. Courir après des souvenirs, courir après des images qui nous habitent. Avec les virées cinéma, nous partons à la recherche de lieux de tournage à travers le monde pour comprendre comment les cinéastes nous ont fait rêver avec. On confirme que les bureaux sont fermés. Des lieux qui sont souvent différents de ce qu'on a vu à l'écran. There is just Iceland Air as a company. Parce qu'un film, ça triche avant tout avec l'espace, ça triche avec la lumière, ça triche avec nos yeux. Donc, on ne se trompe pas, mercredi 24 novembre, nous partons à 7h10 le matin pour arriver à 7h55. Et soudain, l'Islande. Quand on traverse l'Islande, les images de cinéma qui sautent spontanément à l'esprit sont, comment dire, assez naturelles. Du volcan, du glacier, beaucoup de verdure et à nouveau du volcan. Et au milieu de tout ça, en fait, une infinité de variations étranges et inattendues. Interstellar, Walter Mitty, Batman Begins et Game of Thrones y ont quand même été tournés dans un rayon d'à peine 50 bornes, tout en développant des approches visuelles totalement distinctes. Et ouais, quand on cartographie l'imaginaire, ça crée tout de suite des ponts improbables. Le fait est que sur cette île, un vent de mystère plane. Every time you turn a corner in this land, you're presented with some new landscape or rock formation that is so unusual and so powerful and primal, and yet it's a very young land, and you feel there's an energy here that's boiling away under the surface. Cet extrait est tiré de Wrath of Gods, un documentaire sur le tournage mouvementé, en Islande donc, de Beowulf et Grendel, un film injustement méconnu sorti en 2005, qui est adapté du fameux poème épique anglo-saxon. Un homme, plus que mortel, né de la fusion du ciel et de l'enfer. Non, pas lui. The ship leaks like a sea. We have a leaky boat. It's a metaphor for the film. Rendez-vous service, voyez ce documentaire. Puis voyez le film ensuite. En termes de malchance qui confine à la malédiction, il met à l'amende même Lost in La Mancha, tout en donnant un aperçu saisissant de la réalité parfois cruelle d'un tournage. Surtout dans un pays autant aussi imprévisible et impitoyable. Ce qui rend la qualité du film, comme son sens du cadrage très pictural, d'autant plus impressionnante. Voilà, ça par exemple, c'est le réalisateur pendant un rituel païen censé bénir le tournage. Et tout de suite, ça donne le là. Oh shit! I just put a curse on the movie! People started to think that we had a troll on the picture that was cursing us. Ce genre de commentaire pourrait sembler facétieux, mais l'Islande reste baignée d'un folklore très vivace. Bien sûr, il y a cette fameuse anecdote comme quoi en 2016, la construction d'une route par-dessus un rocher réputé habité par des elfes a provoqué une avalanche de malchance improbable, jusqu'à ce que l'entreprise en charge des travaux finisse par dégager des fonds pour déterrer le rocher et donc apaiser les esprits. Alors, simple amour des histoires surnaturelles? Histoire de booster le tourisme? En partie, sûrement, ouais. Mais cette tournure d'esprit possède des racines qui encore aujourd'hui vont bien plus profond. L'Islande est tout de même un pays où depuis 1973, la religion païenne Asatru, Aushatru, est reconnue officiellement par le gouvernement. Et Wrath of Gods pourrait y revenir, met le doigt sur cette énergie particulière qui circule. Une énergie alimentée par tout cet imaginaire tenace, dont on ne sait pas exactement où il commence et où il finit. Tourner en Islande, ça peut être difficile, c'est un fait. Pourtant, beaucoup d'équipes et de productions continuent à venir y chercher ces paysages qu'elles décrivent comme habités. Et pour un pays qui a la plus faible densité de population d'Europe, bon, vous avouerez que c'est assez ironique. Comment le mystère islandais se faufile dans les images? L'enquête est ouverte. My name is Bergsteinn Björgúlfsson, and I'm a cinematographer, Icelandic cinematographer, and I mostly work here. I go by the nickname Besti. The light here is very diverse
because it goes from, in the winter time, having a very sun just reaching above the horizon, very low angle sun the whole time you have the shooting light, and up to having light the whole night, and you have a magic hour for 3 or 4 hours. It's a bonus having it for such a long time, even though it is constantly changing and you always have to be compensating on, adjusting the fill lights to what's happening in the sun. Le changement. Ça semble être le maître mot ici. La lumière et le temps, les deux composantes essentielles d'un tournage, changent en permanence. En été comme en hiver. Notre point de départ, le sud du pays, et plus précisément autour de la petite ville côtière de Vik, qui fait face à ces 3 rochers bien distincts, pas peu fiers d'être là. Dans cette zone ont notamment été tournés Beowulf et Grendel, donc, mais aussi la récente série islandaise Katla, dont l'ami Besti est justement le directeur de la photographie. Une série visuellement étonnante, qui repose sur un fait bien réel. Vik vit sous la menace d'une éruption imminente du volcan Katla, ce qui est finalement, assez commun ici, dans un pays avec, en moyenne, une éruption notable tous les 5 ans. Dans la série, alors que l'éruption du Katla est en cours et recouvre le paysage de cendres, les habitants commencent à faire face à des phénomènes surnaturels. Et le rendu visuel est assez saisissant. À cause des cendres, tout est noyé sous des déclinaisons de gris, tandis que la couleur de la végétation, qui est très verte de base puisqu'ils ont tourné en été, est très désaturée. Ça devrait donner un rendu assez austère et assez sec, mais étonnamment les couleurs et les textures restent profondes. Exactement en fait comme au début de Justice League, quand Bruce Wayne tente de recruter Aquaman en Islande. Une séquence qui a été tournée à l'extrême nord du pays, dans le village de Djupavik, et où on retrouve cette même désaturation vibrante. C'est ce que j'avais en tête avant ce voyage, et en arrivant dans la région, en compagnie de mes complices Vince et Jonathan, ce qui nous a frappé, c'est avant tout ce contraste puissant entre le jaune de la steppe, le noir de la roche, et le blanc de la neige, ou de l'écume. À la plage de Reynisfjara, surnommée à juste titre Black Sand Beach à cause de sa couleur héritée de l'activité volcanique, une plage surplombée par une falaise imposante et sculptée par les coulées de lave, on retrouve immédiatement le même rendu texturé et intense que dans Katla. Pas de manipulation particulière de la lumière ou de l'étalonnage, on a vraiment affaire à une qualité intrinsèque du lieu. La blancheur bleutée rebondit sur les surfaces humides en leur donnant du relief, même au milieu de ce qui est communément considéré comme un sale temps. Même laide, la lumière est belle. The quality of it is unique in a certain way. When I see like a Hollywood movie that has been, a few scenes have been shot here or plates or whatever, I always instantly recognize it because of the light. Not only, even if I haven't even been to the location, I just feel it. This is shot in Iceland because there's just some certain quality to it. In a way, it is impossible to put in words because it also is constantly changing. The weather is constantly changing. There's always a new painting in my window. Cette qualité irréelle, forcément, on a envie de la saisir, de la magnifier, quitte à finir avec des plans qui ressemblent à une pub pour voiture. Mais ici, en fait, on n'a qu'une envie, montrer des silhouettes perdues face à la minuscule immensité de cette nature improbable. Et de manière générale, pour un étranger, c'est difficile d'échapper à la tentation de l'exotisme. Mais si, c'est un cran au-dessus, ça te traverse de part en part. Forcément, les productions locales ont un style plus réaliste, parce qu'elles ont un rapport plus banal au lieu. La série policière Trapped, par exemple, avec son aspect mouillé, boueux et caméra à l'épaule. Mais du côté des cinéastes étrangers, on retrouve, grosso modo, 2 approches. Soit l'inévitable carte postale à façon Walter Mitty, un film qui pourrait tout à fait être produit par l'Office de tourisme, soit l'approche lunaire et un peu plus étrange de certains lieux, que viennent notamment chercher les films de science-fiction, comme Prometheus par exemple, avec son introduction où un bodybuilder peu frileux se désintègre dans la cascade de Dettifoss, au nord du pays. Interstellar aussi, avec tout son segment sur la planète de glace qui est tourné sur le glacier Svinafellsjökull, je crois que ça se prononce comme ça, ou encore Oblivion, avec son post-apo propre où il fait bon rider le nez au vent. En parcourant toutes ces œuvres, on se rend vite compte que même si les environnements changent beaucoup, c'est très rare finalement de tomber sur des mises en scène ou des cadrages surprenants. Comme si les caméras, plutôt que d'essayer de réinventer l'endroit, se mettaient spontanément à l'écoute de quelque chose qui est perçu comme radicalement autre. Foreign filmmakers come here for
specific landscapes, and they have the tendency to go to the same places because they have seen them before and they have seen locations, pictures of them, but they could be getting much more if they would spend some time and go around the country and find places for themselves, because there is so much to choose from. I have lived here my whole life and I travel a lot, and I go over the highlands and I travel on horseback, and I've seen a lot of the country, but it's still always surprising me. Bon, et aussi, il faut bien l'avouer, quand le temps menace constamment de briser la continuité des scènes en même temps que la volonté de vivre, il n'y a pas trop le temps d'expérimenter. Regardez Interstellar, niveau lumière sur le glacier, il n'y a pas deux plans pareils. It is exciting because you're always getting new things, but then again, when you're shooting scenes that need to match, it's horrible. Then you always have to be improvising on matching things together. It pays out though, because as soon as you get like the master shots in a very nice light, then you can always find ways to do the close-ups and the other shots. I remember having shot a scene in a film. I had the rain, I had sun, I had wind, I had fog, I had snow, and then sun again, for a whole day, for one day. It was like my fourth or fifth film, and I was really worried this would never ever cut together. We were shooting film, and shooting film in Iceland is also difficult because there are no labs here. You never see the results until many days later when it comes from abroad. So I was worried at that time, but it all added up in the end, You need to be relaxed. There's nothing else you can do. Et en ce premier jour de tournage dans le sud du pays, une chose est sûre, cette spécialité islandaise, on en a fait les frais. Pluie, soleil, brouillard et beaucoup d'attentes. Le temps islandais, c'était quoi? Il est humide, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et avec une bonne flotte qui colle et qui reste collée aux os et qui donne un petit frisson de froid. Malgré tout ce beau soleil qu'on voit au loin, on a des bons gros nuages qui tournent autour de la gueule, et ça c'est triste parce qu'on pourrait faire de belles images, mais on prend la flotte, c'est la neige. Et c'est pas bon ni pour nous ni pour le matos. L'idée de base était de partir en quête de deux plans de Beowulf et Grendel, issus du début du film. Quand le troll Grendel et son père sont pourchassés par des cavaliers, que le paternel tombe de la falaise qui surplombe la plage de sable noir, et que Grendel descend chercher son corps. On s'attend ou pas? Ce plan-là déjà, il s'avère qu'il n'est pas du tout là où le père est censé avoir chuté, donc face aux trois rochers, là où on se trouve. Non, la vraie plage du film est plus loin, carrément plus loin, à 15 minutes de route, par là. Et la plage où on se trouve étant magnifique, la fatale question se pose. Pourquoi tricher? Eh bien sur l'autre plage, le relief est encore plus escarpé et bouche le cadre, avec un aspect bien plus en bloc. Donc pour une scène aussi tragique où Grendel se retrouve enfermé dans son rôle de freak et sa haine des humains, visuellement et symboliquement, c'est bien plus approprié. Quant à l'autre plan qu'on voulait recréer, le plan aérien où le père de Grendel se fait pourchasser au sommet de la falaise, on a voulu profiter d'une percée de beau temps pour aller trouver le spot et faire un superbe plan au coucher de soleil. C'est exactement ce qu'on essaie d'éviter. On arrive en haut au spot de Beowulf et on se tape la tempête de neige et le brouillard. On a eu absolument les 4 saisons et absolument toutes les conditions météorologiques possibles et imaginables aujourd'hui. Bon, là, le soleil, on a eu une demi-seconde, mais il était là. Et du coup, on va faire un plan drone. C'est le cas de le dire, on a fait chou blanc. Vous entendez? Ça, c'est le son d'une industrie qui s'équipe. Quand Fredrik Thor Fredriksson signe Children of Nature en 1991,
l'histoire d'un paysan vieillissant qui part explorer les étendues sauvages, le film devient le premier long métrage islandais nommé aux Oscars. Et il place alors le pays sur l'échiquier du cinéma international. Mais il faudra attendre 2018 pour que Balthazar Kormákur, le Peter Jackson local, crée les premiers studios islandais dignes de ce nom, dans la périphérie de Reykjavik, des studios qui se sont emparés d'anciens locaux abandonnés et sont aujourd'hui en pleine expansion. Did you see Katla? Yes. Yeah. Yes. I remember there's a scene when they're driving on the glacier in snowstorm. Yes. That was actually shot here. We had a back screen projector here and we just put snow here and we create all the background and we create the snowstorm in here. Okay. Katla et la saison 2 de Trapped y ont déjà été tournés, mais l'idée est aussi et surtout de pouvoir mieux accueillir les tournages internationaux. Pendant les années 2000 et 2010, l'Islande s'est de plus en plus affirmée dans l'imaginaire collectif comme une terre de tournage. De plus en plus de films et séries ont mis en avant leur présence ici. Comme dans beaucoup d'autres pays, l'Islande a connu dans les années 2010 un certain effet Game of Thrones, qui a notamment tourné les scènes glacées au nord du mur qui sépare le royaume des 7 couronnes des terres sauvages. You know nothing, Jon Snow. Du coup, oui, ces mecs qui ont crapahuté pour absolument rien pendant 8 ans, c'était en Islande. Et bon, Game of Thrones a une certaine tendance à attirer du tourisme et l'attention sur les lieux où il passe, c'est sûr. Mais la série n'est bien sûr que la partie émergée de l'iceberg. Yeah, somebody has to clap. My name is Kristen Thordarson. I'm a writer and producer. I'm a producer at the True North in Iceland, and I am heading our local production. We have tax rebate in Iceland, and that started in 1999, 20 years ago. That goes for local productions, our own productions, and also for production service. It became more attractive to come here, and we started getting more and more foreign productions, and it benefited our local as well. And so we got an influx of incredibly talented people coming to Iceland. These are the best, I mean, whether it came from Europe or America, and Icelanders were working with them. So this is the best training the Icelandic film industry has gotten. Le truc, c'est que jusque-là, beaucoup de productions viennent tourner en Islande des petits bouts par-ci par-là, le plus souvent d'ailleurs pour jouer un autre pays. Par exemple, le Japon, dans Mémoire de nos pères, la Sibérie dans Tomb Raider, ou bien encore la Slovaquie dans Hostel 2, parce que pourquoi pas. Mais pour une industrie, l'enjeu est forcément ailleurs. The government that's being formed now, it's a three-party coalition, and the party that basically won the most seats, they ran on a promise to build the film business even bigger in Iceland and increase the tax rebate from 25% to 35%. Now we've been in discussion with bigger TV stations like HBO that have promised if it goes up to that, they will bring a whole series to Iceland. So, but if this changes, they're willing to bring an entire production to Iceland, which could be 8 months of shooting. We will have hopefully something similar to what Belfast has in Ireland, where Game of Thrones was based. And if we can build up a business like that, it's going to benefit our local business as well. Pérenniser. Mine de rien, l'industrie ciné-islandaise est jeune. Ce n'est qu'en 79, avec la création du Film Fund, qu'elle commence à produire régulièrement. Et avant ça, il a fallu attendre 1949 pour voir sortir le tout premier long-métrage entièrement islandais, Between Mountain and Shore, de son titre original, l'histoire d'un paysan fauché qui est accusé à tort d'un vol de moutons. That's pretty hardcore. Un film suivi en 1950 par The Last Farm in the Valley, un film folklorique sur des trolls qui harcèlent des paysans isolés. They're called trolls. Alors bon, bien sûr, depuis le cinéma islandais s'est aventuré sur bien d'autres rivages, notamment avec des films beaucoup plus urbains. Je ressemble à maman dans la mesure où je ne ressemble pas à papa. Lui, il est grand et bien développé, et moi, je suis plutôt sous-développé. Mais vous commencez à les voir, les motifs récurrents? We kind of joke about it a little bit because it's usually about this guy in his 30s or early 40s, lost in his life, and he goes out of town in the middle of nowhere to try to find himself. And sometimes he does and sometimes he doesn't. So that's sort of been very generalized. But Icelanders have managed, when it comes to films, to do a very interesting stories, mostly out of town, a little bit in Reykjavik as well, of these very interesting characters and how they deal with life in that area. They're often sometimes lyrical a little bit. They use the Icelandic nature, and these are very personal sort of films, auteur, from the director who usually writes as well, or he's at least involved in writing
the script with the screenwriter. So that's a very sort of European tradition. Mais les clichés, ils sont avant tout là pour être réinventés, non ? Nous nous trouvons à Tröllaskagi, littéralement la péninsule des trolls. Et cette ferme isolée est le décor principal de Lamb, un film islandais qui raconte l'histoire d'un couple de paysans, Maria et Ingvar, qui va être confronté au fin fond d'une vallée à des phénomènes inexplicables, notamment dans le comportement de leur élevage de moutons. À l'origine de cet épisode, il y a un coup de fil. Allô, oui, j'écoute. La société de prod et de distribution Jokers Film m'a proposé, à l'occasion de la sortie de Lamb, de rencontrer une partie de l'équipe en Islande. D'accord, faisons comme ça. C'était qui ? Prends ton bonnet. Ayant trouvé le film fascinant, j'ai bien sûr accepté. Mais nous avons aussi et surtout décidé de transformer ce voyage en une vraie virée cinéma à part entière, avec la visite du décor de Lamb comme point névralgique. Parce que, difficile d'en dire plus sur le scénario sans ruiner la surprise, mais une chose est sûre, le film saisit une sorte de quintessence islandaise. My name is Valdimar Jóhannsson and I'm the director of Lamb. We wanted somehow to try to create our own folk tale, you know, but we used a lot of elements from the Icelandic folk tales. Un lieu isolé, chargé d'atmosphère, dans lequel se déroule 95% de l'intrigue. Un endroit où capter l'immobilité trompeuse du paysage, où laisser l'étrange se déployer. Il s'agit donc de ne pas se louper dans le choix du décor, d'autant que les intérieurs, chose rare, ne seraient pas tournés en studio, mais bien sur place. Pourtant, le lieu qu'on voit dans le film n'était pas approprié à la base, considéré comme trop petit. Et ce n'est que quand le premier lieu prévu s'est avéré trop cher et trop compliqué, logistiquement, que l'équipe s'est rabattue sur cette ferme-là, inutilisée depuis une vingtaine d'années. My name is Snorri Hilmarsson and I have mostly for the past 20 years worked in theater and film as a stage designer. Snorri est un incroyable designer de manière générale, dont on peut voir des créations un peu partout en Islande. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a été le chef décorateur sur Lamb. Et son mantra, forcément, c'est qu'un décor doit avant tout raconter quelque chose. En l'occurrence ici, tout ce rapport profond qu'ont les personnages à la nature et à l'invisible. Une nature qui peu à peu va se mettre à les consumer. For the story we wanted the house to have some historic grace, if we could say that, so that you don't actually talk about it there, but there is a sense of long history. We restored the house and we had to work on the windows, and like one thing we did was we found old glass that is not smooth, so all the windows, when you see the reflections in the house and the mountains reflected in the windows, they get skewed just a bit. There was a big discussion on exactly the colors and how they reflect nature. They have to sort of come from earth somehow, so the colors are selected in order to sort of blend it more into the landscape. You can see how it. Okay. Yeah, it comes alive. So when you shoot with the camera through this kind of glass, yeah, it creates interesting effects. Yeah, especially if you're looking through, like the line in the mountain is blurred. Yeah. It goes in and out. Snorri me disait aussi que la petite structure en haut, qu'on retrouve aussi au-dessus de la porte en bois là-bas, n'était pas du tout là à la base, mais qu'ils ont ajouté ça déjà pour esthétiser un petit peu le lieu, lui donner un peu plus de grâce, et surtout donner l'impression que la maison regarde. La maison regarde le spectateur, regarde les personnages. C'est en pure école Amityville.
Alors, de l'extérieur, la ferme est très raccord avec la perception qu'on en a dans le film, même s'il a été tourné en été. Pas plus grande, pas plus petite. Mais la grosse surprise, c'est l'intérieur. Comparé au film, il est minuscule. Ok. La chambre à coucher notamment. Ils ont dû tricher avec le lit d'ailleurs, dont la moitié était parfois démontée pour placer la caméra. It's so tiny. That's crazy. Alors là pour le coup, je disais à Snorri qu'en Islande j'ai pas eu trop l'effet de oh là là mais c'est plus petit que dans le film. Parce que vraiment il y a un truc assez réaliste par rapport à tous les lieux qu'on voit où tu dis ouais c'est vraiment le lieu tel quel quoi, ils ont pas eu besoin de tricher avec... Mais là putain c'est la chambre à coucher, je l'imaginais pas aussi petite du coup, c'est fou. Snorri a eu la gentillesse de m'envoyer quelques-uns de ses dessins préparatoires pour les décors intérieurs, et j'ai été surpris de constater que, déjà là, il anticipait sur l'utilisation d'objectifs courte focale qui déforment l'espace, pour donner la sensation d'un intérieur plus grand. Déjà, à l'étape du dessin, on manie la caméra. Et bon, les couleurs et les textures d'un décor, c'est une chose, mais la manière dont la lumière va leur donner vie, forcément, c'en est une autre. Clap. Yes, my name's Eli Aronsson. I'm the cinematographer of Lamb. So Valdemar and I, we went there many, many times to the location, also to get a sense of it, like I spoke before, but also to study the light. And I would come with my light meters and with a notebook, and I'd write down the color temperature that it is at this time and how long the sunset takes. And you know, by the time that we started filming, there was no sunset, it was just pure daylight. The sun would go below the mountains around the location, and it would just light up the sky in a certain direction, this very, very deep blue. And that deep blue would, you know, reflect on the green mountains, and then it would come into the valley and into the farmhouse, and it had this very, very strange quality to it that it was almost like aquamarine. It's like almost like underwater, because the blue and the green, and it becomes this sort of marine-like quality. And we use that a lot. That was my number one job, I think, on the film, was being like a assistant director for the nature, you know, of like when we would make these plans of the day and where the camera's going to be and where it's looking, and we would try as much as we could to schedule it in a way that it would give us what we wanted. Pour filmer ces extérieurs, le choix surprenant a été fait du format scope, un format surtout horizontal. Ce qui peut paraître étrange au milieu de montagnes, un environnement avant tout vertical. Mais étonnamment, ce choix s'avère finalement être une bonne idée. Dans un lieu aussi enclavé que cette vallée, la caméra n'arrive jamais à embrasser toute la hauteur du lieu, ce qui donne la sensation étrange de ne jamais tout voir, et donc la sensation d'une présence invisible. Was this chair in the movie? No. Yeah, it was, because he's sitting it outside of the... cleaning up the garage. Yeah, when he's talking to the kid, it's a different context. We felt that, you know, when especially over the summertime, when it's bright for 24 hours, and you are living somewhere very isolated, and you can see everything, and everybody can see you. Somehow we felt that was so scary in the way. Limb n'est pas le premier film de genre islandais, loin de là. Le folklore surnaturel a toujours plus ou moins été là en filigrane, et on peut retrouver des films d'horreur en bonne et due forme dès les années 80. Mais Limb, en fait, essaie de jouer sur un autre tableau. Alors oui, c'est un film profondément local, qui joue avec certains motifs du ciné islandais. Les paysans, les moutons, le folklore, la contemplation. Mais il vise aussi quelque chose d'un peu plus large. En le regardant, on peut avoir la sensation de ne pas posséder certaines clés culturelles, mais son folklore possède finalement une simplicité assez universelle. Et assez logiquement, c'est un film profondément islandais, éclairé par un non-islandais. Hybride jusqu'au bout. I was happy to be an outsider in terms of trying to make a film that looked and felt a little bit different than Icelandic cinema. Not that I think Icelandic cinema is marvelous, like they have some beautiful, beautiful films that are produced here. But in terms of the look and feel, again, I really wanted it to not in an essence of like how an Icelander would see this, but how the characters Maria and Ingvar would see the film, or would feel the space as, you know, and try to photograph it through their perspective. Et cette hybridité, on la retrouve aussi forcément dans la lumière, naturelle, mais aussi parfois surréaliste. For the inside scenes, usually what we would do is start with what nature is giving us,
And what I would do is kind of create this sort of tunnel. So if we were shooting, for instance, from the camera was outside looking in through a window, we would create this black tunnel which would focus the light. So instead of it coming in from all over and just making it flat, we would make it more spotty, I guess, in a sense. So it's still very, very soft, but it's controlled in a way that it doesn't spill everywhere. And that gave for some of the scenes this sort of almost like Maria Magdalene sort of halo. So instead of what normally I would do, which is kind of get rid of the outside and control it completely, it was kind of our manifesto in this film to not fight nature, because that's kind of like what the whole film is talking about. Work with it. So that's what we did. S'adapter, encore et toujours. Le motif récurrent, il est surtout là. Quatre jours de tournage fin novembre 2021, c'est bien, mais c'est court. Surtout quand on se retrouve avec à peine 6 heures de lumière par jour. Mais le challenge, c'est aussi ça, montrer cette Islande qu'on voit beaucoup moins à l'écran. À peine arrivé, tout a dû être réorganisé. Il y aura un vol demain matin à 7h30, on n'arrivera pas à 8h30. Du coup, on rentrera plus tard. Il faut que je change aussi du coup l'hôtel de Reykjavik alors. Reykjavik, celui du jeudi soir, oui, mais il faut faire péter la nuit de... Et en partant enfin de l'aéroport avec notre nouveau plan d'attaque, une femme travaillant à l'agence de location de voitures nous a lancé avec le sourire « Essayez d'être chanceux maintenant ». Ça nous a fait rigoler. Mais il y avait quelque chose qu'on sentait déjà dans l'air. Un calme, un certain état d'esprit. And I think it's in the psyche of Icelanders. You know, you just adjust to what you get. I mean, we have volcanoes, we have all, you know, these power of natures. You know, men can't, you know, deal with it. You just adjust to it, but you don't stop it or change it. We have to be very modest, yes. Jour 3 de l'aventure. Objectif principal, atteindre le flanc est de la cascade de Dettifoss, dans le nord du pays. L'une des cascades les plus puissantes d'Europe, où a été tournée l'introduction de Prometheus, quand l'architecte gobe le MacGuffin du film et donne naissance à l'humanité en se désintégrant dans l'eau, et je sens bien que vous avez envie de sauter dans les commentaires pour tirer à boulet rouge sur le film, mais du calme, la question n'est pas là. How long? 16 inches fully erect. Varies when it's relaxed. L'idée était de tourner sur le flanc est de Dettifoss l'introduction de l'épisode, en recréant des plans du film et en me donnant l'excuse d'être en petite tenue à moins 10 degrés, mais... Après un tête-à-queue et quelques glissades sur une route fermée, on a finalement dû se rabattre sur le flanc ouest, en abandonnant au passage un autre lieu, Aurskbjörgi, une étrange formation rocheuse en forme de fer à cheval, un peu plus au nord, où Thor 2 a apparemment tourné des séquences. Quand on voit le résultat, bon, ça a surtout l'air d'une simple base pour créer un puzzle de paysage numérique. Sincèrement, bonne chance pour repérer quoi que ce soit dans le film. La route vers le flanc ouest de Dettifoss s'est avérée encore ouverte, même si on s'est rapidement demandé pourquoi, vu son état. 1h30 de trajet glacé plus tard, très lentement, pour ne pas glisser hors de la route, et après avoir fini par bloquer la voiture dans un tas de neige au milieu de nulle part. Merci beaucoup. Merci. Oh la vache. Eh ben nous avons finalement atteint la cascade, en extrême fin de journée. Enfin, sachant qu'ici les journées finissent à 16h. Au-delà des conditions météo un poil différentes, Dettifoss dégage un feeling beaucoup plus enclavé que dans Prometheus. Cette muraille rocheuse du flanc est, notamment, on n'en a quasiment pas conscience dans la scène. Pour la petite histoire, le film était censé être tourné au Maroc au départ, mais à cause d'un contexte politique instable, la production s'est rapatriée en Islande. Et c'est peut-être pour ça que le mec est resté en slip d'ailleurs, ils n'ont pas adapté le scénario au nouveau lieu. Dans la scène d'introduction donc, le personnage de l'architecte s'avance au bord de l'eau jusqu'à ce point-là. Les plans larges sur lui sont filmés avec beaucoup de recul sur cette languette de terre qui longe la cascade, et là, dans ce plan, la muraille du flanc est, en fait, elle doit être vraiment tout juste bord cadre. Du coup, forcément, on imagine le hors-champ à gauche de la même manière, assez espacé. Ce qui donne l'impression que le personnage arrive d'une sorte de plaine. Et les rares aperçus de la muraille est qu'on a derrière l'architecte ressemblent à une simple petite remontée de terrain. Sur ce plan, par exemple, parce que le perso est filmé en contre-plongée, et que sa tête s'avère plus haute que la limite des rochers. Et sur les autres plans, parce qu'il est filmé de 3/4 en surplombant encore les reliefs, ce qui donne l'illusion de voir derrière, alors qu'en fait, pas du tout. Bref, le cadrage de cette scène n'a rien d'expérimental. Comme souvent en Islande, on reste à l'écoute des éléments et à l'écoute de l'immensité. Mais comme quoi, quelques angles de caméra bien sentis, et on crée de l'espace filmique qui n'existe pas en vrai.
This is the mentality of the Icelandic people, because the weather is such a big thing here. We have this saying, "Þetta reddast." It means it will work out. We are used to just having to be quick to decide what to do and how to go, because everything is constantly changing. Not just the weather, also, you know, we all have the volcanoes and stuff like that that's constantly going off and changing everything. So you always need to be reshuffling your cards and starting again, you know, and this goes for the filmmaking business as well. Ce troisième jour de tournage, c'est le moment où on s'est levé pour de bon, dans l'état d'esprit islandais. Être à l'écoute, accepter, improviser. Se gonfler de l'air glacé, le bouffer à pleines narines. Essayer de comprendre ce monde en le laissant imprimer sa patine cristalline. There is something, you know, in the nature here and the quietness of like the countryside of Iceland that is so beautiful to tell visually. And as a cinematographer, like that's your dream, is to be able to tell a simple story without a lot of spetla, you know, they say, without a lot of chit-chat. Et on y revient, des paysages habités. You live in a country that is being formed. It's not finished. It's in the progress of being shaped, and the forces shaping it are also shaping the people at the same time. And then you also have the feeling that every stone have a story to tell, but there is something in the mountain. There is be it a spirit or whatever. Ce que vous voyez ici, c'est le cratère volcanique de Hrosaborg, pas loin de la cascade de Dettifoss. Un cratère où a été notamment tournée la scène d'Oblivion, où le personnage de Tom Cruise arpente un ancien stade de football américain délabré. Et la route vers le cratère étant aussi fermée, on a dû y marcher au feeling, en espérant que la glace qui recouvre les parties aquatiques ne soit pas trop fine. Et il est pas con lui là-bas devant, avec son air arrogant, va chercher du réseau. Tu veux envoyer ma story Instagram? Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en valait la peine. C'est ouf, c'est froid, c'est ouf. Hrosaborg a sûrement été le lieu le plus frappant visuellement. Là où le pur noir et blanc hivernal de l'Islande s'est le plus révélé. Un noir et blanc d'une finesse rare, qui fait penser à une trame dessinée. Ou comment beaucoup de minuscules points noirs sur un canevas blanc créent une infinité de déclinaisons de gris. Un noir et blanc presque vivant. T'as pas l'impression de marcher là sur une vieille peau vérolée de troll. Ah, c'est beau. Le rendu est puissant, comme si un étalonneur avait poussé le contraste avant qu'on arrive. Et de toute évidence, ce n'est pas ce qui est venu chercher Oblivion, qui est tourné en été. Mais dans ces paysages, ça devient vite assez incroyable de voir à quel point c'est bien Game of Thrones qui s'est approprié toute cette esthétique de l'Islande en hiver. Mais là, voir cette cascade dans le contexte de cette neige, ce vent qui fouette, cette espèce de ces conditions assez extrêmes, avec cette brume de neige, ça fait son effet, vraiment, c'est impressionnant. J'ai l'impression que vraiment aujourd'hui on a passé la journée au nord du mur de Game of Thrones. Les histoires s'emparent des lieux, elles les fixent d'une certaine manière dans notre esprit. Et bien avant Game of Thrones ou bien avant n'importe quel film, c'est bien sûr ce qu'a toujours fait le folklore islandais. Un folklore animiste, où tout est vivant, tout est en mouvement, connecté. Un folklore qui est, à bien des égards, la base de toute la mythologie scandinave telle qu'on la connaît aujourd'hui, notamment à travers l'Edda poétique, un ensemble de poèmes en vieux norrois qui a été compilé au XIIIe siècle. Et un folklore qui, comme on l'a vu, a la réputation de continuer à être très présent dans le quotidien des habitants. Yes, I mean, the belief in elves was very big here. Like, I would say my grandmother, she was convinced that there's elves over
And I spent a lot of my youth in a place out in the countryside, and the old farmer there was like this hill there. They could never, you know, what do you say, cut the grass off this hill, and they believed that something bad would happen because there were elves that lived there. My grandmother didn't want us to, like if we had kvassipaband, this rope that we were spinning around, and she didn't like that. She said like, oh no, don't do that, because you will either hit your fortune, that is on your elf or whatever, and if you hit them, they will revenge on you. And you will have no luck in life. Mais jusqu'où va réellement la croyance? Difficile à dire. At a certain level, it's what is staged for tourism. A lot of these elf stories is something that has to do with that. But at the same time, there is also a respect for a good story and humor. There are stories about in Reykjavik. There is a road that has a curve in it because there was some elves living there. And I think that was not because of strong faith in elves that the man making the road gave it this curve. I think it was just the humor of it. Mais après tout, qu'on ait affaire à une vraie croyance ou bien un esprit facétieux, vu notre besoin d'animer la matière avec de bonnes histoires, quelle différence finalement? The power of nature here it's in the back of your head, you know. Even if you think about it or not, you know, being brought up here in where you can be like alone out in the nature and there's nobody around, I'm pretty sure it affects you in many ways. You know, even though I'm not thinking about it, it's always been there, you know. There is something more than meets the eye. In the landscape, you know, if you travel in landscape where there is a troll story behind it and there is elf stories, they are sort of fit into the landscape. And if you were to deny it completely, your landscape becomes more boring. Yes. Yeah. Ah, ça va, il s'est cassé. Quoique. Nos vêtements ont gelé, ils ont littéralement gelé.